Salut Camille, Salut Yann, je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. merci. Moi, je suis ravie que vous soyez là et qu'on fasse ça ensemble. C'est trop bien, on a un peu visité GTC, Un peu beaucoup même. un peu beaucoup même, et c'est juste hallucinant. Tu m'en avais parlé quand on s'est rencontrés à Rétromobile, Ah oui. donc ça fait un petit moment maintenant. Mm. Je suis toujours un peu sous le choc de tout ce que j'ai vu. Ouais. Je m'en remets pas trop parce que tellement d'histoires, tellement de... C'est fou de te dire que des bouts de métal... Et encore, j'ai essayé d'être la plus rapide Ah oui, possible. j'imagine, Hein. j'imagine. Mais on a quand même passé 2 heures en fait 2 heures? à regarder. Je me suis même tout. pas rendu compte. Ouais. Non, On c'était dirait que incroyable. ça a duré 15 minutes, mais... Donc là, on est chez GTC. Oui. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour nos auditeurs? Ouais. Bah, je m'appelle Camille Guicasse. J'ai 30 ans. Je travaille chez GTC depuis 11 ans maintenant. C'est une société que mon papa a créée il y a 33 ans, en février 89. Et notre métier, c'est d'acheter et de vendre des voitures de collection et de course. Et mon rôle aujourd'hui, c'est que je suis directrice des ventes et directrice du marketing chez GTC. Et alors, avec un tel patrimoine, quand t'as eu une enfance, je pense, assez particulière, parce que t'as été passionné d'automobile très tôt, Ouais, t'as grandi parmi les voitures, ouais, pas n'importe lesquelles en plus. ouais, c'est vrai. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs? J'en ai beaucoup. C'est un peu dur de dater, c'est un peu dur de savoir d'où ces souvenirs viennent, s'ils viennent de photos ou de films que j'ai vus, ou si c'est vraiment des souvenirs que j'ai dans ma tête et vraiment à l'intérieur de moi. J'ai plein de souvenirs divers et variés. Mon premier souvenir de voiture réelle, je pense que c'est les petites voitures avec lesquelles je jouais quand j'étais petite. Un peu plus tard, j'ai joué avec des jouets de petites filles et des poupées et des Barbie et des choses normales pour une petite fille. Mais quand j'étais toute seule avant que mes sœurs ne naissent, j'ai joué avec des modèles réduits de voitures. Donc ça, c'est mon vrai premier souvenir de voiture, je pense. Donc tu jouais dans le bain quand on est petit? Dans le bain ou dans ma chambre, sur mon tapis. Enfin, je jouais qu'avec des voitures. Tout le temps. J'avais pas d'autres jouets. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir eu d'autres jouets. Et je pense que même ma mère a toujours une boîte avec toutes ses voitures chez elle. Donc ça, c'est mon premier souvenir. J'ai pas mal de souvenirs aussi avec mon père, quand j'étais petite. C'était notre petite tradition. Et tous les dimanches, il m'emmenait à son bureau. Et on sortait une jolie voiture. On la lavait ensemble. Il m'expliquait comment on lavait une voiture. On utilisait un produit pour textile, en fait. On n'utilisait pas du tout un shampoing pour voiture comme on pourrait utiliser maintenant. On utilisait du Myrlène en poudre. Et donc, il m'expliquait qu'il fallait mettre de l'eau froide, qu'il fallait mettre un petit peu de Myrlène. On avait des éponges spéciales. Il m'expliquait après comment on lavait une voiture, qu'il fallait commencer par le toit. Enfin, c'était très technique, mais j'étais toute petite, mais j'adorais apprendre ça, en fait. Et j'utilisais la peau de chamois aussi. Et la peau de chamois à la fin et je détestais faire ça parce que j'avais des petites mains de petite fille, quoi. Et je me rappelle encore que j'avais horreur d'essorer la peau de chamois. Déjà, j'avais pas assez de force et en plus, je sais pas, ça me faisait mal. Donc à chaque fois, je lui donnais la peau de chamois pour qu'il essore. Ça, je m'en rappelle très 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 bien. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout des souvenirs d'images et de vidéos parce que personne n'était là pour filmer ou pour photographier ça. Donc je dirais que ça, c'est mes premiers souvenirs. Ouais, je crois que c'est ça. Est-ce que t'as des souvenirs de voitures précises, un petit peu, de l'enfance? Peut-être la voiture de ton père, la voiture de ta mère? Ouais, je me souviens bien ma maman, elle conduisait une BMW 325iX. C'est incroyable, ça, j'adore. Donc, c'était une voiture qui aujourd'hui est très très cool, qui à l'époque était un peu plus normale qu'aujourd'hui, mais ça, je m'en souviens très bien. Je me souviens parfaitement du tissu à l'intérieur, cette espèce de petit pied de poule gris clair, gris foncé. L'odeur, les bruits, les boutons, je me rappelle de tout ça. Donc ça, c'est forcément un de mes premiers souvenirs de voiture parce que c'était la voiture dans laquelle j'étais emmenée pour aller à l'école ou je ne sais où. Je me souviens aussi forcément des voitures que mon père avait dans son bureau et qui conduisait parfois pour venir à la maison. Je le voyais pas trop la semaine avec des voitures de collection parce que c'était pas du tout ces voitures de tous les jours, quoi. Je me souviens pas trop de la voiture que lui avait au quotidien. Parce que je pense qu'il changeait assez souvent, en fait. Forcément. Donc, mais voilà, je me souviens surtout de la voiture de ma maman. Est-ce que ta maman est peintre, c'est ça?
Ma maman est artiste, peintre, décoratrice maintenant, mais à l'époque, elle était artiste peintre, ouais. Et elle peignait des voitures. Et en fait, elle aimait beaucoup les voitures. Elle a suivi beaucoup mon papa sur plein d'événements automobiles. Elle adorait ça, vraiment. Elle était un très bon support pour mon papa, je pense. Elle faisait pas du tout partie de ces nanas qui rechignaient un peu à aller à des réunions de voitures ou sur des circuits. Elle adorait ça, elle l'encourageait beaucoup. Et elle appréciait énormément l'esthétique des voitures. Et du coup, en effet, au début, elle peignait des paysages, des personnes. Et rapidement, elle s'est mise à peindre des voitures en version hyper réaliste. Donc c'est comme si tu regardais une photo. En fait, c'est une peinture, mais c'est vraiment comme si c'était une photo. D'ailleurs, dans le bureau, là, il y a quelques peintures de ma maman. J'ai pas fait attention, je regarde après. Mais à l'entrée, là-bas, les deux qui sont en face de nous, c'est des peintures de ma maman. Ok, effectivement, je pensais que c'était des photos. Mais en fait, on dirait des photos. Donc voilà, c'est ça l'hyper-réalisme. Donc elle a fait ça quelques temps, et voilà. Et est-ce que tu as très vite conduit? Parce qu'on se dit, étant donné que tu as baigné dans les voitures, peut-être que très vite tu as eu un volant entre les mains, en tout cas sur les genoux de ton père. Est-ce que ça a été le cas ou pas tant que ça? Je fais pas du tout partie de ces enfants de passionnés de voiture ou de pilotes. Et mon papa était un peu pilote. Je fais pas du tout partie de ces enfants qui ont été mis dans un kart hyper jeune et qu'on emmenait tous les week-ends sur des compétitions. Peut-être parce que, enfin, grande chance pour que ce soit à cause du fait que je sois une fille et pas un garçon. À l'époque, c'était quand même beaucoup moins commun de mettre une petite fille dans un kart qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de petites filles qui font du kart et c'est génial, mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Et je pense que mes parents avaient pas nécessairement envie de me lancer dans un truc pareil, comme plein de parents, parce qu'ils étaient inquiets et qu'ils avaient pas forcément envie de me voir au volant d'un kart ou à faire des choses comme ça, quoi. Mais très tôt, ça c'est un des souvenirs les plus précis que j'ai, je pense. Je me rappelle trop bien de mon père qui le week-end me disait allez viens on va conduire et qui m'emmenait sur un parking public, quoi, et qui me mettait sur ses genoux et qui me laissait prendre le volant. Moi, je pensais trop que c'était moi qui conduisais la voiture, alors que évidemment je touchais ni les pédales et je m'occupais pas du tout des vitesses. Mais ça, je m'en rappelle trop bien. Et donc je savais tourner un volant, je savais rien faire d'autre. Mais t'es resté un peu à ce stade-là jusqu'à tes 18 ans et le permis finalement. Ouais, j'ai rien fait entre. Je fais pas partie de ces enfants ou adolescents qui savent conduire à 14 ans. Pas du tout. Moi, j'ai appris à conduire quand j'ai eu mes leçons de permis, comme une personne normale, quoi. Pareil. Donc non, j'ai pas du tout appris avant. J'ai juste été mise sur les genoux de mon père et j'ai tourné un volant, mais c'est tout ce que j'ai fait. Dans la famille, il y avait une passion aussi il y a toujours pour la Formule 1. Ouais. Tu me disais que c'était un peu le rassemblement du dimanche, c'est ça? Ouais. Tu sortais la belle voiture? Pas nécessairement. De temps en temps, oui, mais sinon notre tradition, comme il y a dans plein de familles, c'était que le dimanche, ou un dimanche sur deux, on va dire, on allait chez mes grands-parents paternels, qui avaient une maison à Aix-en-Provence. On prenait une jolie voiture ou pas, et on déjeunait, et je me rappelle trop bien qu'à 14h pile, mon père, mon grand-père et moi, on allait dans le salon et on mettait le Grand Prix de Formule 1, systématiquement. Généralement, les deux faisaient une sieste assez vite, et moi, je me rappelle trop bien que je suivais ça comme une folle, quoi. J'adorais. Et parmi les voitures que ton père a pu acheter, collectionner, revendre, est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont marqué un peu dans l'enfance, sans savoir forcément ce que c'était à l'époque, peut-être? Ouais. Est-ce qu'il y a des formes, des... Je me rappelle trop bien d'une Porsche que j'ai en modèle réduit ici, que je t'ai montré tout à l'heure, une Porsche RS Lightweight qui était bleue avec donc la RS Lightweight, elles avaient très très souvent des écritures Carrera en bas et les écritures étaient orange, et ça c'est une des voitures qui m'a le plus marqué. Il est venu, je pense, 2 fois avec à la maison. Mais je me rappelle que de ma mère qui me disait attends, il y a ton papa qui arrive. Généralement, on l'entendait arriver dans la rue parce que il se débrouillait toujours pour faire une accélération. On habitait dans une rue qui était une ligne droite, on va dire. Et à chaque fois, on savait quand mon père arrivait puisqu'il passait 2e, 3e, 4e et il accélérait comme un fou. Et cette voiture-là, elle m'a vraiment beaucoup marqué. Il est venu peut-être 2 ou 3 fois avec maximum. Et je me rappelle, le bruit, c'est quoi qui t'a marqué? Je pense bêtement les couleurs.
La forme sûrement, parce que la RS Lightweight avec le ducktail qu'il y a derrière, c'est assez marquant visuellement, je pense. Mais c'était surtout les couleurs. Et d'ailleurs, c'était exactement les couleurs. Clairement. J'étais en train de faire la même réflexion. Mais il y a aussi le fait que ton père s'est engagé en course historique. Quand t'avais quoi, 8 ans, quelque chose comme ça? À peu près, ouais. En fait, avant de s'engager en course historique, il a fait pas mal de compétitions. Il s'y est mis tard. Il a un très bon coup de volant. Ouais, il avait envie d'apprendre, mais on lui avait dit, ou il le savait, je sais pas, qu'il avait quelque chose. Je pense qu'on peut appeler ça un don. Et quand il a eu un petit peu de sous, à 26 ans, il s'est inscrit au volant Elf, qui était une compétition qui était un peu l'école de la monoplace pro, quoi. C'est bon. Et donc il a fait ça, il a été finaliste du volant Elf face à Belmondo. Rien que ça. Voilà. Et donc, il a fini second, malheureusement. Et après, il a voulu se lancer dans la course automobile pro, mais il s'est vite rendu compte qu'il était trop vieux. Il avait 26 ans. 26 ans, c'était déjà bien trop âgé pour se lancer dans la course pro, quoi. Et il s'est dit qu'il avait pas assez d'argent pour payer lui-même ses saisons, forcément. Donc il a vite abandonné. Il s'est rendu à l'évidence et il a réalisé que aucun sponsor allait miser sur ce garçon-là qui avait 26 ans et qui était déjà un petit peu trop vieux, quoi. Ça fait penser à un contre-exemple. Une personne que j'ai vue sur le podcast, c'est Jacques Lafitte. Ouais. Qui a commencé très tard lui aussi. Oui, bien sûr, mais à une autre époque. À une autre époque. Bien sûr. Ouais, c'est 20 ans avant, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais donc du coup, il a un peu laissé tomber, peut-être parce je le sais, il s'est concentré sur son travail. Il a rencontré ma maman peu de temps après et elle avait pas du tout envie de le voir partir sur des courses par rapport au temps qu'il aurait passé à faire ça et par rapport à l'inquiétude aussi sûrement. Et du coup, il a un peu laissé tomber ça. Il faisait un petit peu des sorties de voitures anciennes, des rassemblements, etc. Mais il faisait pas du tout de courses. Et fin des années 90, Ferrari a lancé des courses pour les voitures anciennes. Ça s'appelait le Ferrari Shell Challenge historique. Et il a commencé à faire ça. Donc il était déjà marchand. Et il a engagé d'abord une 275 GTB. Rien que ça. Et ensuite une 512S et la Bora Group 4 qu'on a vu en haut. Que j'ai vu, qui est incroyable. Quand le Shell Ferrari est devenu le Shell Ferrari Maserati et Challenge historique. Et donc il a recommencé à faire des courses à ce moment-là de, je dirais, 97. J'avais 6 ans à ce moment-là. Jusqu'à ce que ça arrête en 2008. Il a fait beaucoup de courses, il a fait toutes les saisons, il a gagné pas mal de courses aussi. Et il m'emmenait à chaque fois. Et ça, c'était mon truc préféré. C'est quoi un peu tes souvenirs justement quand t'avais des week-ends de course? Ouais. Tu traînais avec les mécanos, qu'est-ce que tu faisais? Je traînais, ma petite mission, c'était de nettoyer les voitures, donc j'avais toujours mes petits chiffons et je nettoyais les voitures. J'étais petite, donc je finissais souvent par faire une sieste dans la voiture de course. Enfin, c'était assez drôle. Je traînais, je l'encourageais. Je sais pas, j'étais là, j'allais voir les autres voitures, j'aidais les mécaniciens comme je pouvais, c'est-à-dire en faisant pas grand-chose, quoi. Plonger les freins peut-être, quelque chose comme ça. Un peu plus tard, quand j'étais un peu plus grande, parce qu'à 6 ans, tu peux pas toucher les pédales. Mais je touchais absolument pas les pédales. Ouais. Déjà que maintenant c'est limite, mais à l'époque c'était impossible. Mais ouais, plus tard, je les aidais à faire des petits trucs comme ça, mais j'adorais participer. J'adorais être sur les courses. J'adorais l'odeur de l'essence. J'adorais le bruit. J'ai jamais mis de boule caisse de ma vie dans mes oreilles, quoi. Bon, je suis pas encore sourde, mais peut-être que ça arrivera plus tôt que prévu. La moyenne, ouais. Mais, ouais, je me rappelle, j'adorais ça. Je me rappelle à quel point, à la fin de la saison, tout ça me manquait, en fait. L'odeur, le bruit, l'adrénaline, la pression, je sais qu'au bout d'un moment, une fois que la saison était terminée, je ressentais ce manque et j'avais hâte que ça recommence, quoi. Je dirais que c'était presque une drogue, finalement. Oui, enfin, c'était de la passion, donc. Ça a renforcé ta passion, en tout cas. Oui, ça c'est sûr que ça a renforcé ma passion. Et oui, et forcément que c'était un peu une drogue parce que quand j'avais plus tout ça, ça me manquait, donc j'imagine qu'on peut dire ça, ouais. Tu dirais que t'étais plus passionné par la compétition ou par l'objet que tu voyais, le bruit, etc. C'était plus la voiture, ouais.
c'était pas moi qui étais derrière le volant, donc la compétition, elle m'intéressait par rapport au fait que c'était mon père qui conduisait, donc je voulais que ce soit lui qui gagne, évidemment, et que je voulais pas que ce soit les autres, donc la compétition m'intéressait un petit peu, mais ce que j'adorais moi le plus, c'était tout ce qu'il y avait autour, c'était les odeurs, les bruits, les voitures. Mon père m'expliquait à chaque fois ce que c'était qu'une short wheelbase, que c'était qu'une Daytona Group 4. À l'époque, il y avait que des voitures magnifiques dans ces courses-là, qu'on verrait certainement plus aujourd'hui parce que elles valent énormément d'argent et que généralement elles dorment dans des collections plutôt qu'elles sortent sur des circuits le week-end, et ce qui est parfaitement compréhensible. Mais à l'époque, t'avais 3 GTO, 2 LM, 6 Daytona Group 4, t'avais 5 512 BBLM. Aujourd'hui, t'aurais un plateau comme ça, ce serait juste extraordinaire. À l'époque, c'était plus normal. Mais voilà. Et un autre des souvenirs que j'ai, peut-être que je t'en ai jamais parlé, mais un jour, on a un circuit pas très loin d'ici qui s'appelle le Grand Sambuc, qui est un circuit qui appartient à un privé, quoi, dans un domaine privé. Et souvent, mon père allait tester ses voitures là-bas. Évidemment, j'étais toujours de la partie. Et un jour, il testait une 512S, donc un proto Ferrari qui va extrêmement vite, enfin une voiture qui a fait le Mans, Daytona, tout ce que tu veux. Et j'avais 11 ans à ce moment-là, j'ai retrouvé des photos. Je me souviens très bien du moment, mais j'ai retrouvé des photos et des films, et c'est trop marrant. Et il m'avait dit, ok, monte avec moi. Sauf que ces protos-là, vu qu'à l'époque c'était conduit que par une personne, même si t'avais 2 emplacements, il m'avait mise à côté de lui, mais sur la tôle de la voiture, quoi, sans ceinture, sans casque, sans boule caisse, et il m'avait emmené faire des tours dans la 512S, et on roulait à 280, 300, comme ça, quoi. Et c'est ta maman qui devait être contente. Et écoute, elle avait pas peur, elle lui faisait confiance, et elle avait raison, et je pense que forcément qu'elle avait de l'inquiétude, mais elle le montrait pas, en tout cas. Elle le montrait pas, et elle était trop heureuse pour moi je pense qu'aucune petite fille au monde à 11 ans a déjà fait des tours dans une 512S, et surtout dans ces conditions. C'est incroyable. Ça, je m'en rappelle trop bien. Et j'ai des films de ça. Quoi ? T'avais pas du tout peur ? Non, jamais. J'ai jamais eu peur en voiture avec mon père. J'ai très souvent peur en voiture avec beaucoup de gens. Et généralement, je préfère être derrière le volant plutôt qu'à côté. Mais mon père, non, jamais. Il conduit extrêmement bien. Il prendrait jamais de risque avec sa fille à côté de lui. Donc, non, j'ai jamais eu peur. Et t'as pas eu la tentation, quand t'avais toutes ces belles voitures, d'en démarrer une un jour ? Ouais, j'ai fait ça une fois. T'as fait quoi ? Avec laquelle ? Avec une Dino. C'est la première voiture que j'ai démarrée. C'est la classe quand même de démarrer. La première voiture que t'as démarrée, c'est une Dino. C'est hyper prétentieux de dire ça. Non, c'est trop la classe. C'était la voiture de ma maman qu'elle avait acheté avec ses économies. Au lieu d'acheter un appartement, elle avait acheté une Dino. Donc tu vois, il y avait un truc dans notre famille. Il y avait. Ouais, vous êtes complètement tous mordus, quoi. Ouais. Et elle s'était acheté une Dino qu'elle a toujours d'ailleurs. Et mon père m'avait dit, tiens, démarre là. J'étais grande, hein, j'avais, je sais pas, je pense 12, 13 ans. Et il me dit, démarre là. Donc il m'explique comment on fait, de mettre le contact et de démarrer la voiture, qu'il fallait pomper quelques fois avant sur l'accélérateur pour faire venir l'essence. Et je l'avais fait, sauf que j'avais beaucoup trop accéléré, j'avais démarré n'importe comment, et c'était parti dans les tours. Tu l'as mis en sur-régime et pas sur régime, heureusement, mais j'avais fait pas comme il fallait, et je m'étais vraiment fait gronder. Mais ça, je m'en souviens très bien. Et aujourd'hui, on en rigole forcément, mais ouais. Dans les Ferrari, parce que forcément ton père est connu pour avoir eu énormément de Ferrari, c'est peut-être un des plus grands collectionneurs de Ferrari au monde, en tout cas qu'il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'il y en a eu une qui t'a particulièrement marqué dans l'enfance, plus que les autres? Forcément la 512S dans laquelle j'ai fait des tours sans casque, sans ceinture et à des vitesses folles. 275 GTB, celle avec laquelle il a fait beaucoup de courses, je m'en rappelle très bien, bleue, qu'on a racheté il y a pas longtemps et qu'on a revendu. Mais tu vois, quand on l'a racheté, c'était il y a 1 an, j'ai tous mes souvenirs qui sont ressortis. Elle était comme elle était quand je l'ai connue, quoi. Elle avait eu des petites améliorations mécaniques et peut-être esthétiques, etc. Mais j'ai retrouvé trop de choses dont je me souvenais, que j'avais vécu quand j'étais petite. Donc celle-là, je me rappelle très bien aussi.
On l'avait surnommée de Blue Bullet parce que c'était une voiture bleue et qui roulait comme une fusée et comme une balle. Donc, c'était son surnom, qui restait un peu après dans le milieu de Ferrari. Elle se faisait appeler comme ça. Elle, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien aussi d'une 512 BBLM. Donc, t'en as vu une tout à l'heure. Je pensais pas en voir une dans ma vie. Hein. Un proto Ferrari. Et mon père a fait beaucoup de courses avec une voiture comme ça, qui était rouge, avec des étoiles jaunes devant. Et elle, je me rappelle très bien aussi. Et il a fait beaucoup de courses avec, et il était en rivalité avec un Anglais qui avait la même en bleu avec les étoiles jaunes. Et ça, c'était le duel pendant des années au challenge, et je m'en rappelle trop bien. Pour situer à quel point tout tournait autour de la voiture et en particulier de Ferrari, c'est que tu m'expliquais aussi que quand tu étais chez tes grands-parents, c'est souvent parce que tes parents partaient en balade en Ferrari. Ouais, avec d'autres copains, quoi. Les rares fois où mes parents étaient très attachés à nous, et comme plein de parents, ils avaient du mal à nous laisser pour aller faire d'autres choses, mais toutes les fois où j'ai passé des vacances chez mes grands-parents, c'était pas parce que mes parents on avait marre de nous voir et voulaient juste nous voir un peu loin pour souffler, c'était parce qu'ils partaient sur des événements de voiture. Donc ils allaient au Mas du Clos, et au San GT, ils allaient aux réunions du Club Ferrari France, ils allaient à Monterrey et Pebble Beach, ils nous laissaient une semaine chez mes grands-parents, et ils allaient à chaque fois faire des trucs de voiture. Peut-être qu'ils ont fait 1 ou 2 voyages perso en mais couple, c'est très rare, quoi. Mais c'était majoritairement des événements de voiture. Ouais. Et comment t'expliques le fait que tes 2 sœurs cadettes soient beaucoup moins mordues de bagnole que toi, parce qu'au final vous avez eu la même éducation, vous avez toutes les 3 baigné dans cet univers. Je peux pas. Elles ont une sensibilité, j'imagine, quand même. Évidemment, et heureusement, elles ont été entourées des plus belles voitures du monde, donc forcément qu'elles ont une sensibilité et qu'elles apprécient la beauté d'une voiture de collection, et que elles ont une culture supérieure à d'autres nanas de leur âge. Mais ça s'explique pas. En effet, on a eu la même éducation, on a eu les mêmes parents, on a habité les mêmes maisons, on avait accès aux mêmes choses. Et jamais elles n'ont demandé à aller sur un circuit ou à aller à une vente aux enchères ou à aller le dimanche avec mon père à son bureau. Jamais ou rarement mes sœurs sont allées le dimanche laver une voiture avec nous. C'était tout le temps mon papa et moi. Mais c'était pas un truc de préférence. Il aimait autant mes 2 petites sœurs que moi. C'était pas du tout ça, mais elles ont pas eu le truc. Et j'aurais adoré qu'on soit toutes les 3 aujourd'hui à travailler ensemble, à partager des moments, à se faire des rallyes ensemble. Ce serait magique que 3 sœurs soient aussi passionnées les unes que les autres de voiture, mais non, c'est pas le cas. Ça sera peut-être un jour, tu sais pas. Hein. Peut-être que ça va changer, mais elles aiment ça quand même. Elles savent différencier une Daytona d'une Miura, enfin, elles ont une culture automobile, c'est certain. Mais elles ont plus une culture de l'esthétique qu'une culture de l'histoire des voitures. Elles s'intéressent pas nécessairement, mais c'est certainement pas de leur faute. C'est juste, t'es passionné ou pas. Personne ne force. Enfin, c'est rare que tu deviennes passionné parce qu'on t'a demandé d'être passionné. Tu le prends tout seul, quoi. Mais c'est la preuve que même quand tu es entre guillemets dans les meilleures conditions pour développer la passion, elle se développe pas forcément. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est le hasard, je pense, tout simplement. Il y a un moment qui est important forcément pour quelqu'un de passionné d'automobile, c'est le permis. Ouais. Toi, tu l'as eu du premier coup ou pas? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé... Je me rappelle que j'étais malade. J'avais une angine, quoi. J'avais de la fièvre. J'étais pas en méga forme. Pourtant, j'avais tout fait pour passer mon permis le plus rapidement possible. Donc, je suis née le 15 septembre. Et je me rappelle très bien que le premier permis que j'ai passé, c'était le 18 septembre. Donc vraiment, j'avais pas du tout traîné. J'avais préparé mon code bien avant. Je l'avais eu quand il fallait. J'avais tout calculé pour l'avoir le plus rapidement possible. Et j'ai loupé, j'étais malade et j'étais stressée parce que j'étais impressionnée et que quand tu passes un examen, t'es forcément impressionné. Moi, je l'avais été énormément. Et j'étais arrivée dans un rond-point et au lieu de passer la 2, j'étais restée en 3 et je l'ai pas eu, entre autres pour ça et pour une autre bricole, mais je l'ai pas eu. Et je l'ai repassé, t'avais un délai à l'époque où il fallait que t'attendes, je sais plus, 3 semaines ou un mois. Ah ouais. Des fois maintenant c'est même pire, tu sais, parce qu'il y a plus de place. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, t'avais un délai de 1 mois pendant lequel il fallait que tu reprennes peut-être des leçons, en tout cas que t'attendes.
Et je l'avais repassé et je l'avais eu du premier coup, par contre. Parce qu'à force de voir ton père conduire, tu devais avoir chopé ouais, bien sûr. quelques automatismes. Ouais, bah, je me rappelle trop bien quand j'étais petite et que j'étais à côté de lui. Et on habitait à Cassis, qui est un petit village qui est à 25 km de Marseille. J'allais au lycée à Marseille. Et moi, j'étais déjà grande à ce moment-là, mais même avant, je faisais pareil. Et donc, pour aller de Cassis à Marseille, on prenait une petite route qui s'appelle la Gineste, qui est une route de montagne, on va dire, hyper sinueuse, que mon père connaissait par cœur parce qu'il avait fait pendant 15 ans le trajet Cassis-Marseille pour aller à son bureau. Et donc, quand j'ai commencé à aller au lycée à Marseille, il m'emmenait avec lui. Et je me rappelle trop bien de mettre ma tête comme ça et d'observer comment il faisait talon pointe, double débrayage, à quel moment il freinait, quelle pression il mettait sur ses freins, ses mains sur le volant. Il me donnait plein de conseils aussi et il m'a toujours briefé en me disant: Camille, le jour où tu conduiras, toujours les deux mains sur le volant, tu regardes toujours loin, tu passes jamais une vitesse dans un virage. Enfin, il m'a toujours donné des tips, mais moi j'observais beaucoup, donc. T'étais la meilleure école finalement. J'ai été, oui. Bah, à distance parce que je conduisais pas, mais oui, j'ai été à la meilleure école. Ouais. Bah, je pense assez bien conduit rapidement, quoi. À ce moment-là, c'est quoi un petit peu, t'as 18 ans, tes rêves professionnels? Parce que donc tu sors du bac, comme tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu t'imagines tout de suite reprendre, enfin en tout cas travailler ici, chez GTZ? Non, j'ai voulu, comme plein d'enfants, faire plein de métiers avant, et je voulais être vétérinaire, et je voulais être décoratrice intérieure, et je voulais avoir un hôtel. Mais en grandissant, et en ayant surtout assisté à beaucoup de ventes aux enchères, j'ai voulu être commissaire-priseur. Donc c'est la personne qui est au marteau et qui fait les enchères et qui adjuge lorsque un bien est vendu. Donc j'ai voulu faire ça. Pour faire ça, tu dois toujours faire des études de droit et ensuite des études d'histoire de l'art. Donc j'ai commencé à faire du droit. Je me suis vite arrêtée avant même les premières partielles du premier semestre, ce qui était débile, mais je me suis arrêtée. J'ai rencontré un soir, j'étais à un dîner avec ma mère et on a rencontré un commissaire-priseur marseillais et à qui j'ai expliqué mon rêve et ma situation, donc que je rêvais d'être commissaire-priseur, mais que j'avais fait des études de droit que j'avais arrêté au bout de 2 mois parce que j'aimais pas ça. Petit blocage, effectivement. Donc il m'a dit déjà t'aurais pas dû, mais ok, t'es là aujourd'hui et t'as pas passé tes partiels, donc t'es potentiellement en vacances jusqu'au mois de septembre parce que tu vas devoir reprendre tes études de droit. Et il m'a dit viens lundi et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et au final j'ai travaillé pour lui à la rentrée de septembre. Donc j'ai aidé à la préparation de vente. Il y avait pas du tout de vente de voitures pour le coup, c'était que de l'art et des sculptures et du design, toutes ces choses-là, mais pas du tout de voiture. Et en septembre, j'ai repris mes études de droit. Ça t'avait conforté dans ta vocation? Oui, carrément. Ouais. À ce moment-là, oui. Mais j'avais aussi un peu des doutes parce que je voyais toutes les qualités qu'il fallait pour être commissaire-priseur. Et je sentais qu'il m'en manquait, mais ça s'est confirmé un peu plus tard, grâce à un commissaire-priseur en particulier. Et donc, du coup, en septembre, j'ai repris mes études de droit que j'ai loupé. J'ai eu 9,96, je crois. Et à l'époque, t'avais pas de rattrapage. Donc, c'était soit t'avais 10, soit t'es loupé ton année. Et là, tu dis quoi? Tu dis c'est signe du destin dans le sens où ça se joue à pas grand-chose, j'ai travaillé et ça passe pas? Là, je crois beaucoup au destin. Donc, en effet, je me dis que c'est le destin. Malgré tout, je retente une expérience dans une maison de vente aux enchères à la fin de cette année que je loupe. T'avais quand même un stage que tu devais faire. Donc, je fais un stage chez Arcurial. J'en profite pour saluer Hervé Poulain et Mathieu Lamour qui sont passés sur ce podcast. Exactement. J'étais pas dans le département automobile. Mais ils étaient toujours... Enfin, je crois qu'Hervé Poulain était déjà là, mais... Bien sûr. Mathieu Lamour et Pierre... pas encore. Peu de temps après, mais à l'époque, non. Mm-hmm. Mais je me rappelle de croiser Hervé qui pour moi était un dieu dans les couloirs et qui venait voir si je travaillais bien. Mais j'étais pas du tout dans le département des voitures, j'étais au département des bijoux et des montres. Et j'ai fait un stage de 2 mois. Là, c'était plus la préparation des ventes que les ventes en elles-mêmes. Donc c'était pas un stage de commissaire-priseur, c'était un stage plus de préparation de vente. Et à ce moment-là, je rencontre François Tajan,
qui était l'un des directeurs fondateurs de Arcurial, qui malheureusement est parti depuis, et je prends rendez-vous avec lui pour lui expliquer mon parcours et mes envies, et je lui explique que j'ai loupé mon année de droit, que j'ai pas du tout l'intention de refaire parce que j'aime pas ça et que dans tous les cas j'ai échoué, et je lui dis que je veux faire une école des métiers de l'art qui était à Paris. Et il me dit que en fait, si je veux être commissaire-priseur, j'ai pas d'autre choix que de faire du droit, et que cette école elle est super, mais que quand tu fais cette école, t'as pas le diplôme de commissaire-priseur. Et donc du coup là je me dis ok, donc c'est soit je refais encore du droit et je prends le risque que ça continue à pas me plaire et de me planter encore une fois, soit je fais autre chose. Et c'est là que je réfléchis à ma vraie passion qui était l'automobile, que j'en parle beaucoup à mon papa, et qu'en fait ça paraît tout d'un coup assez évident qu'on va travailler ensemble et qu'on va faire quelque chose ensemble. Donc j'abandonne l'idée d'être commissaire-priseur. Pendant cet été-là, je vais à Monterrey et je vois toutes les ventes de Pebble Beach, et je l'avais déjà fait quelques années auparavant, mais là j'avais une autre conscience et j'avais des autres souhaits, donc je réfléchissais autrement, et je vois sur scène Max Girardot, qui était à l'époque le commissaire-priseur de RM, et qui était donc qui vendait des voitures de collection. Toutes les ventes à Pebble Beach sont que des ventes de voitures, et là en fait je réalise que dans tous les cas, j'aurais jamais été capable de faire ça, parce que quand t'es commissaire-priseur, et tu l'as certainement vu en parlant avec Hervé Poulain, c'est que t'es avant tout un connaisseur de ce que tu vends, évidemment, et t'es aussi et surtout un acteur, et t'es là pour faire monter l'ambiance et pour faire monter les enchères, et tu dois être convaincant et entraînant, et un côté chaud en fait, ouais. Un côté hyper d'acting en fait, et que j'avais pas du tout et que j'ai toujours pas, et c'est comme ça, et j'avais pas cette qualité. Donc là, ça me conforte un peu dans mon idée de poursuivre un autre parcours. Et donc j'attaque des études de commerce toutes simples, que je choisis de faire en alternance pour pouvoir travailler vite, parce que en fait j'ai loupé mes études de droit, mais en fait c'est parce que déjà ça m'intéressait pas beaucoup, et en plus j'avais envie de bosser, j'avais pas envie d'être dans une université à étudier toute la journée. Passer vite de la théorie à la pratique, ouais. quoi. J'avais hâte en fait de travailler, d'être dans le monde actif, et en plus quand il s'agissait de travailler dans le milieu d'automobile, j'avais encore plus hâte d'y être. Donc je choisis de faire toutes mes études en alternance. Et donc je fais un BTS de commerce, vraiment des plus simples, et après je vais dans une école de commerce à Marseille qui s'appelle l'EMD, et qui proposait de faire toutes des études jusqu'à la 5e année en alternance. Donc j'ai fait toutes mes études d'alternance, donc 5 ans chez GTC, en ayant très peu de responsabilités au début, et ayant en plus un rôle d'observation et de petites missions. Et au bout de 5 ans, forcément j'avais plus de connaissances et de techniques, d'une part de tout ce que j'avais appris chez GTC, et d'autre part à l'école, parce que j'avais une formation de commerce international. Et comment c'est perçu le fait que tu sois une fille de Jean Guicas, qui est connu dans le milieu, t'es jeune? Comment les clients, le milieu te perçoit au début? Ils te prennent tout de suite au sérieux? Bon, ça, je saurais jamais vraiment, mais de ce que j'ai ressenti, on a souvent cru que j'étais la stagiaire. Bon, j'étais une alternante, donc j'étais pas une salariée pure de GTC, ça c'est certain, mais on me prenait pas, et c'est normal, forcément au sérieux au début. J'étais hyper jeune, j'avais 19 ans, j'en paraissais 16. On pensait que j'étais en stage d'observation de 3e, quoi. Donc on me prenait pas nécessairement au sérieux d'un point de vue de statut et physique, parce que je faisais hyper jeune. Le fait que je sois une fille, oui, c'était pas évident, et c'est pas, ça l'est toujours pas d'ailleurs, et c'est un milieu qui est quand même très très masculin. J'ai jamais vendu de voiture à une femme depuis 11 ans. Donc c'est très très masculin, donc forcément c'est un peu plus compliqué, c'est sûr, mais évidemment que ça a tendance à évoluer dans le bon sens. Et le fait que je sois la fille de Jean Guicas, c'est une force, comme c'est pas une faiblesse, mais c'est un obstacle d'un autre côté.
parce que j'ai pas forcément on pense pas, ou peut-être que je l'ai pas, la légitimité d'être ici. Et c'est juste qu'il faut que je fasse mes preuves, et je fais mes preuves depuis 11 ans, et maintenant ça y est, on me prend au sérieux, et on a compris que j'étais plus la stagiaire, et que j'avais un vrai rôle, et que je travaillais vraiment, et que j'étais pas là, juste là pour rigoler. Mais et même toi, est-ce que t'as eu cette espèce de syndrome de, tu sais, on parle souvent de le syndrome de l'imposteur. Ouais. Au début, est-ce que tu as eu ce sentiment-là de te dire, va falloir que je me batte en travaillant plus, en te documentant énormément, mais bien sûr, pour justement oui, c'est sûr, pallier entre guillemets tous ces... C'était pas forcément lié à un syndrome de l'imposteur, mais bon, c'était déjà de la curiosité et l'envie d'apprendre. Enfin, je pense que juste pour maîtriser mon sujet, il fallait que je me cultive et que j'apprenne énormément de choses, comme tout le monde. Et évidemment que je pense que j'ai travaillé plus, parce que déjà, mon père me poussait à ce que je travaille énormément. Et évidemment que je me suis poussée moi-même pour apprendre, et pour prouver que j'étais là pas pour rien, quoi. Voilà. En parallèle, justement, en école de commerce, t'as un peu le côté fun aussi, plus toujours bagnole. T'as participé au 4L Trophy avec ta meilleure pote, c'est ça? Ouais, exactement. C'était pas du tout prévu. À l'origine, elle devait le faire avec une autre copine. Et je sais plus pourquoi ça s'était pas fait avec cette nana-là. Et ma meilleure amie, qui s'appelle Marie, m'avait appelée en me disant, okay, en fait, je devais le faire avec un tel, ça se fait pas. Et je suis complètement bête de pas avoir pensé à te le proposer avant, mais est-ce que tu veux faire le 4L Trophy? Je pouvais, parce que j'avais l'âge, t'as une limite d'âge, tu sais, tu peux pas avoir plus de, 25 ans, je crois. Je sais pas, ok, d'accord. Et il faut que tu sois dans une école de commerce, une université. Donc à l'époque, j'étais en école de commerce et Marie était à l'université. Et j'ai dit, ok, direct, on y va. Donc la voiture était pas prête. On n'avait pas encore trouvé de sponsor. C'était pas longtemps avant, mais c'était au début de tout le process de préparation et de finance du 4L Trophy, qui quand même coûte un certain prix. Donc du coup, j'ai ramené la 4L qu'elle avait trouvée chez GTC. À l'époque, on avait un mécanicien qui l'a préparée, qui a fait tout ce qu'il fallait. T'avais la plus belle 4L de... Non, même pas. Elle était hyper simple, mais elle a été hyper fiable. Et on n'a pas eu une seule panne, et ça a été du bonheur. Et on a fait plein de petites sociétés pour trouver des sous, et on est allé voir une boîte d'électricité paumée. On est allé voir un mec qu'on connaissait qui avait une chaîne de restaurants à Marseille qui nous a sponsorisé, une marque de vêtements qui faisait des t-shirts sympas qui s'appelle Cult, et qui faisait des t-shirts cette saison-là orientés voiture. Donc ils ont dit OK, let's go. On a gratté des sous auprès de cabinets d'avocats. Enfin, on a tout fait ce qu'on pouvait, et on l'a fait, et ça s'est super bien passé. On s'est pas bien classé, mais c'était une chouette expérience, ouais. Ouais, ça devait être pas mal, effectivement. Ouais, c'était cool. Tu le disais tout à l'heure, maintenant tu as beaucoup plus de responsabilités chez GTC. T'es directrice des ventes. Avec 11 ans de carrière, maintenant. C'est quoi un petit peu les souvenirs de vente que t'as? Parce que tu disais aussi, malheureusement, t'as vendu qu'à des hommes. Ouais. J'imagine que le jour où tu vendras une femme, ce sera déjà un événement. Ce sera une fête. Ce sera incroyable. Mais je pense que t'as vécu quand même des moments incroyables, parce que c'est un monde... Mais je dois préciser que j'ai jamais vendu de voiture à une femme directement, mais que généralement, dans le process de vente, quand tu vends à un homme, il y a forcément sa femme qui prend la place dans tout le truc, tu vois. Donc, très souvent, j'ai eu affaire à des hommes qui venaient avec leur femme, et leur femme n'aimait pas nécessairement la voiture, et la vente se faisait pas, alors que ils seraient venus seuls, ça se serait fait. Donc, forcément que les femmes dans tout ce process de vente ont une influence, ça c'est certain, quand les hommes viennent accompagner ou sont tout simplement en couple, quoi. Et donc elles ont leur influence, ça c'est sûr. Mais un jour, ce sera peut-être l'inverse, ça sera la femme qui viendra accompagner de... Écoute, peu importe, mais cool. mais ce serait marrant, ouais. Mais ouais. Et dans les souvenirs de vente, qu'est-ce qui t'est... Est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont particulièrement marqué parce qu'il y a eu un événement un peu atypique, ou parce que la voiture toi te parlait beaucoup plus que les autres? Il y a une vente qui m'a vraiment marqué. Il y en a plein qui ont eu des petites anecdotes, etc. Mais il y en a une qui m'a marqué, et c'est la première grosse voiture, enfin importante, on va dire chère, que j'ai vendue. C'était une Bentley type R Continental Fastback. C'est une voiture des années 50
est sublime. Et un jour, on reçoit un email en provenance des Philippines de quelqu'un qui demande des infos sur la voiture. Elle était sur notre site, donc tout bêtement, on reçoit un email de demande d'infos, donc je réponds. Et en fait, je me rends compte que j'ai affaire à l'assistant d'un monsieur, et ce monsieur est donc l'acheteur, le client potentiel. Et donc on s'écrit jusqu'à ce qu'on tombe d'accord sur, jusqu'à ce qu'il ait transmis les infos à l'acheteur et qu'il dise OK et que le process soit en marche de vente, quoi. Et en fait, ils sont jamais venus voir la voiture. Tout s'est fait par email, on s'est jamais eu au téléphone, on s'est seulement écrit. La vente s'est faite, il y avait pas de loup, quoi. C'était. T'as pas eu beaucoup d'emails, tu te souviens un petit peu? Une dizaine. Tout au plus, très peu. Mais ouais. Et il est jamais venu la voir. Ça s'est fini. Donc il y avait la distance et il nous connaissait pas, il nous avait jamais rencontrés, donc il y avait peut-être un petit manque de confiance de sa part et c'était normal. Donc il a fait intervenir un cabinet d'avocats pour gérer tout ce qui était contrat et transport, etc. Et la seule chose qui m'est demandé moi comme preuve qu'on était bien en possession de la voiture et que je racontais pas des bêtises. Il m'a demandé d'acheter le journal du jour et de poser le journal du jour sur la voiture pour prouver la date, c'est que la voiture était bien avec nous ce jour-là, et de prendre une photo et je l'ai envoyée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a dit OK, on fait quoi. Et il est jamais venu la voir, il l'a mise dans un avion, il l'a reçue aux Philippines et je n'ai jamais eu de nouvelles. T'as jamais eu de nouvelles depuis? Jamais. Je sais pas si la voiture est bien arrivée, je sais pas si la voiture correspondait à ce qu'il attendait, je sais rien. Jamais su. C'était quelqu'un en tout cas qui avait des moyens. C'était d'après ce que j'ai vu en faisant des recherches, c'était un des messieurs les plus riches des Philippines. Ouais. Ouais, ça c'était une histoire marrante. C'était une vente atypique et très facile quand même. Et ouais, marrante. Est-ce que ça vous arrive souvent aussi de vendre des voitures avant même de les avoir récupérées? C'est-à-dire que je sais pas, vous cherchez une voiture. Vous la trouvez et au moment même de faire le deal pour la récupérer vous avez déjà un acheteur en fait. Ça nous arrive, ouais. Mais notre particularité, on va dire, c'est que on possède tous nos stocks. On ne fait pas du tout d'opération de courtage. Donc, ce que tu dis, ça ressemble un peu au courtage, c'est-à-dire que toi, tu me dis, je cherche telle voiture, je te la cherche, je te la vends. Et je l'ai pas achetée, mais je prends une commission au passage. Ça, c'est du courtage. Nous, on fait pas du tout ça. On achète toujours les voitures que l'on vend après. Et maintenant que la société existe depuis 33 ans et que on a la trésorerie et les finances, le suivi financier qu'il faut, on peut se permettre d'acheter des voitures et de les revendre après, dans un laps de temps X, 2 mois, 6 mois, 2 ans, 4 ans, selon ce qu'on décide et ce qu'on juge et les personnes auxquelles on a affaire. Mais en effet, ça nous arrive rarement, mais plusieurs fois par an, d'acheter des voitures. Et disons qu'elles viennent des États-Unis, elle est déjà vendue alors qu'elle a même pas pris le bateau ou l'avion, quoi. Ça nous arrive. Je crois que tu m'as raconté sur une 288 GTO. Ouais, exactement. Ouais. Il y a peu de temps, il y a moins d'un an, grâce à nos amis de chez Eleven Cars d'ailleurs, on avait un client qui cherchait une 288 GTO. Et on a acheté la voiture grâce à Eleven Cars qui avait sourcé la voiture. Et avant même qu'on la reçoive ici, elle était déjà vendue. Donc on l'a gardée 2 jours ici et elle est repartie direct aux États-Unis. Je salue Gonzague et Stan d'ailleurs, qui j'ai enregistré un épisode. Mais comment tu décrirais un petit peu la philosophie de GTC par rapport aux voitures que vous achetez? Quand j'ai un peu fait le tour, et encore, il faudrait que j'y passe encore beaucoup plus de temps, de toutes les voitures que vous avez, t'as toujours des histoires à raconter parce qu'il y a toujours une histoire particulière sur cette voiture plus qu'une autre. C'est un peu ça la philosophie historique? Notre philosophie, c'est de toujours acheter des voitures qui nous plaisent d'abord. On n'achète jamais des voitures parce qu'on pense qu'elles vont plaire à quelqu'un. On achète toujours des voitures un peu égoïstement, mais parce qu'on les aime nous et qu'elles matchent nos critères. Donc nos critères, c'est toujours d'acheter des voitures authentiques, qui est pas de mauvaise histoire, qui est pas d'accident, qui est pas de reconstruction, de transformation puis retransformation. Toutes nos voitures sont comme elles ont été quand elles sont sorties d'usine et elles ont pas eu d'histoire bizarre entre.
Notre deuxième critère, c'est toujours d'acheter des voitures rares, soit par leur histoire, parce qu'elles ont été conduites par telle personne, donc ça les rend rares, soit parce qu'elles ont fait le Mans et que c'était rare à l'époque, soit parce qu'elles ont été produites qu'à 32 exemplaires, soit parce que elles ont une caractéristique qui les rend rares. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai montré une 512 BB qu'on a, qui est une voiture rare, en effet, par rapport aux productions aujourd'hui de Ferrari, par exemple, qui produit 8000 voitures par an. Là, la 512 BB, il y en a eu moins de 500. Mais elle est encore plus rare parce qu'elle a 800 km. Et que c'est, en fait, la seule 512 BB au monde, certainement, qui a 800 km. Donc, toujours, tu vois, même nos voitures les moins rares deviennent hyper rares parce qu'elles ont toujours un truc, ou très souvent, elles ont toujours un truc qui les rend rares et uniques, quoi. Puis t'en as beaucoup qui cumulent les critères. Ouais, je pense à la Daytona Group 4, qui appartient à Clint Eastwood, et qui a été conduite par Paul Newman. Et qui est en plus une des 15 Daytona Group 4, et en plus une des 5 des 15 qui était en aluminium. Donc c'est... Ouais, là, c'est... En effet, le truc box, se resserre, quoi. Ouais. Forcément, quand t'es en lien avec toutes ces voitures, les voitures de course notamment, toi, ça a dû te donner des envies un peu de pilotage. Ouais, t'as eu quoi comme expérience de pilotage? Pas beaucoup par rapport à plein d'autres gens, mais très peu par rapport à ce que je voudrais, je pense. J'ai fait j'ai fait le 4L Trophy quand même, n'oublions pas, c'est ma première expérience. Clairement. En fait, c'est en voiture, quoi, et de compétition. J'ai fait une course au Castellet en Ford Escort. Je partageais le volant avec quelqu'un dans les courses de Patrick Peter. J'ai fait un stage de pilotage en monoplace chez Zigzag au circuit du Luc dans le Var, où là j'ai passé une journée à conduire une Formule Renault. Alors les sensations, c'était comment? Impressionnant, intimidant? J'ai adoré et j'ai vachement progressé pendant la journée, forcément, parce que je partais de zéro. Et ça me parut assez... J'étais à l'aise. Je sais pas, j'ai eu un truc d'adrénaline, en tout cas, quand je suis rentrée dans cette voiture. Et je me rappelle que, oui, au début, quand je sentais mes jambes qui tremblaient, et j'avais peur, c'est sûr, mais au bout d'un tour, en fait, tu prends les trucs et je sais pas, c'était assez naturel. Donc ça, c'était une expérience, mais pas de course, mais d'apprentissage. Et après, quelques fois, j'ai roulé sur des circuits quand il y avait des journées de roulage. J'ai pris le volant d'une 430 GT2 pour faire des tours de démo dans le cadre du Mans Classique. Quelques fois, j'ai fait des tours, mais pas de course. J'ai fait qu'une course, et la course avec la Ford Escort. Et dernièrement, j'ai fait le tour auto, pas cette année, mais l'année dernière, avec une Alfa Romeo 2000 GTV. Que j'ai vu. En compétition, que t'as vu. Et voilà. Et ça, c'était génial. Et t'as d'autres projets, justement, de course par rapport à ça? J'ai le projet de refaire le tour auto un jour ou l'autre. J'aimerais bien le faire avec une de mes sœurs. C'est génial. Je trouve que, même si celle à laquelle je pense, même si elle est pas passionnée pure de voiture, elle est passionnée de course. Elle regarde la Formule 1 tout le temps. Elle connaît par cœur toute la Formule 1, et bien avant qu'il y ait Drive to Survive, elle était passionnée de Formule 1 et elle connaît tout sur le bout des ongles. Et donc j'aimerais bien le faire avec elle. C'est un projet. Voilà, ça c'est mon souhait, et je pense qu'on s'entendrait trop bien, qu'on ferait une super équipe. Je pense que je conduirais et qu'elle serait à côté, mais elle a un très bon sens d'orientation, elle est très vive, et on se marrait, quoi. Et ce serait trop marrant de le faire entre sœurs. Ça, j'adorerais. Ça serait génial, effectivement. Mais j'ai pas d'autres projets de course dans un futur proche. Il faut déjà avoir le temps aussi. Il faut avoir le temps, et ça coûte très cher, et tu prends des risques, et selon la voiture que tu conduis, voilà, je le ferai quand je pourrai, quand j'aurai les moyens pour. Tu le disais, il y a quelque chose qui est dans la philosophie de GTC, c'est le fait d'avoir des voitures rares. Ça veut dire aussi faire des paris un peu sur des voitures auxquelles à la base personne ne pensait. Je pense notamment au Matra. Tu me disais, je crois qu'il y en avait 3 au GP de Monaco historique. Ouais, le week-end dernier, il y avait
Il y avait 3 Matra de Formule 1 au Grand Prix historique de Monaco. Et en fait, les 3 avaient été vendus par GTC. Pas forcément aux personnes qui les engageaient cette année. Mais en tout cas, les 3 étaient des châssis qui avaient été achetés par mon père il y a longtemps. Et ça, c'est un des paris qu'il a fait. Et à l'époque, tout le monde le regardait comme un fou d'acheter des Matra parce que, ok, c'était une marque qui avait marqué l'histoire de l'automobile, mais qui était plus existante. Elle a cessé son activité assez rapidement une fois qu'elle avait tout gagné. Et les voitures étaient mises à la poubelle et les moteurs étaient balancés et donnés aux mécaniciens en remerciement. Et donc, les gens ont un peu tourné le dos à cette marque et s'intéressaient pas du tout à ces voitures. Et mon père a acheté des dizaines de Matra à l'époque. Tout le monde le regardait un peu comme un fou et aujourd'hui, c'est les voitures de course, à mon avis, qui sont les plus recherchées parce que c'est les voitures qui ont tout gagné à tous les niveaux. Donc ça, c'était un sacré pari. Il suffit de voir, tu sais, j'ai suivi un petit peu le tour auto. Ouais. Dès que la Matra passait, bien tout sûr. le monde était en folie. Oui, bien sûr, parce que ça fait un bruit extraordinaire, parce que c'est beau, parce que c'est français, parce que tous les critères sont là, quoi. Mais à l'époque, pas forcément tout le monde ne le voyait et y avait pensé. Donc ça, c'est en effet un des paris que mon père avait fait. Et justement, toi, comment t'essayes peut-être d'influencer ton père pour faire un peu les paris de demain Parce que c'est un peu mon rôle, en effet. T'es aussi bien placé, parce que justement, la génération s'est décalée. Ouais, bien sûr. C'est un travail de longue haleine parce qu'il faut le convaincre. Il faut lui prouver que faut apporter les bons arguments. Donc oui, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des voitures dans notre garage qu'il n'aurait pas forcément achetées. Et j'ai réussi à planter ma petite graine dans sa tête et de lui dire que voilà, je pensais que c'était quelque chose de bien acheté. Et quelquefois, jusqu'à présent, ça a plutôt bien marché à chaque fois. Tu penses à quoi comme succès un petit peu? Je crois que tu me parlais de la Testarossa, c'est ça? Ouais, il y a quelques années, on a acheté une Testarossa monospecchio monodado qui était grise, intérieur rouge quartier. Magnifique. Et trop belle, et toi ça te fait rêver et moi ça me fait rêver et je pense que ça fait rêver plein de gens qui vont nous écouter, mais mon père qui fait pas du tout partie de la génération de la Testarossa et qui pour lui c'était pas une bonne voiture ni belle. Je veux dire, dans sa tête, lui, il avait 275 GTB, California, c'était des voitures qui le faisaient rêver lui. Des courbes totalement différentes. En plus. Oui, et puis, on n'a pas du tout le même âge, quoi. Donc, de toute manière, les voitures qui te font envie aujourd'hui, c'est les voitures qui t'ont fait rêver un moment dans ta vie et surtout dans ton enfance. La Testarossa, mon père, il était pas du tout enfant quand c'est sorti, donc il en a pas du tout rêvé. Moi, oui, beaucoup. Et donc, je lui ai dit, en fait, on devrait acheter ça parce que je pense que à terme, ce sera quelque chose qui marchera. Et on l'a acheté et 2 ans après, on l'a vendu en gagnant beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, les Testarossa, tout le monde en veut. Donc, c'est une voiture qui est devenue une voiture de collection alors qu'il y a 15 ans, on la regardait à peine. On la considérait pas comme de collection. Mais maintenant, elle l'est parce que de plus en plus de personnes jeunes peuvent en acheter une et tout le truc se fait, quoi. C'est un nouveau cycle. Et c'est mon rôle, c'est de le montrer toutes ces voitures-là, quoi. Ouais, de le faire évoluer doucement parce que forcément, il y a un héritage qui est très beau, mais qui est aussi lourd pour toi parce que du coup, il faut réussir à s'inscrire dans cette continuité. Ouais, c'est sûr. Avec un papa collectionneur, tu pouvais pas ne pas lancer ta collection toi aussi? Lancer ma collection. Bah oui, au final, c'est ça. C'est quoi un peu, t'as commencé avec quoi? Parce que tu m'as montré ta petite Mini Cooper S, c'est la première voiture que t'as. Ouais. Tu la garderas toute ta vie, celle-là? 53. Ouais, je vais la garder, oui, toujours. C'est ma première voiture et pour rien au monde, je la vendrai. Et je te disais tout à l'heure, elle a 97 000 km, je crois, et je l'ai eue, elle en avait 25 000. Et c'est la première voiture que j'ai conduite, que j'ai gardée pendant 5 ans, je dirais. Et en fait, je l'ai gardée. Ça a été la voiture de ma sœur, quand elle a passé son permis, c'est la voiture qu'elle avait eue au début. Et en fait, je l'ai gardée. Je me suis débrouillée pour la garder. Et je la vendrai jamais, et je l'adore, et je m'en sers, tu vois, aujourd'hui, je m'en suis toute la semaine d'ailleurs, je m'en suis servi. Et je m'en sers tout le temps, et je l'adore. C'est ma voiture, à mon avis, préférée pour tous les jours, quoi. Et voiture simple, on va dire. Et maintenant que t'es un peu atteinte de collectionnite, t'as été obligée d'en acheter d'autres. Il y a une maladie assez répandue dans ce milieu, dans ma famille. J'ai
J'ai acheté récemment, la dernière voiture que j'ai achetée, c'est une Panda 4x4. Elle est incroyable. Et tu l'as vu tout à l'heure. Et j'ai mis 3 ans à trouver la voiture que je voulais, mais j'avais des critères assez je fais ça des critères GTC, c'est des critères GTC. C'est-à-dire, oui, critères GTC exactement, c'est-à-dire peu de kilomètres, une voiture saine, peu de propriétaires, pardon. Et j'ai trouvé une Panda 4x4 magnifique, toute d'origine, avec une famille propriétaire, donc qui est passée d'une tante à un neveu, et qui a 38 000 kilomètres et qui est comme neuve. Et je suis allée chercher à côté de Lourdes et je l'ai repeinte parce que sa peinture était le vernis était un peu fatigué, mais l'intérieur est nickel, mécanique nickel. Et j'ai juste repeint les jantes, refait une peinture et je l'ai un peu pimpé version montagne Méribel et voilà. Ouais, c'est un mélange de plusieurs séries, c'est ce que tu me disais. Ouais, c'est ce que je t'expliquais. C'est un mélange de Panda 4x4 Sisley et Panda 4x4 Val d'Isère. Et c'était comme ça à l'origine. Elle a été un peu un mix, comme ils savaient si bien faire en Italie à l'époque. Et du coup, j'ai décidé de ni la faire en Sisley, ni de la faire en Val d'Isère. Mais j'ai mis des stickers Méribel parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai décidé de faire ça. D'ailleurs, t'as un autre 4x4 là-bas, c'est ça? Ouais, j'ai on a, ma famille, un Defender V8 3 litres 5 essence. C'est génial ça. Qui avait été une voiture de pompier et qui a pareil 40 000 kilomètres d'origine, qui est neuf. Ouais, on l'a juste repeint il y a 1 an aussi et quand je l'aurai réparé parce que je suis tombée en panne avec et que j'ai rien fait depuis, elle est super. Donc, ouais. Et forcément, il y a un peu d'éclectisme dans ta collection. T'as quoi d'autre? Parce que je crois que t'as une autre Mini. Tu l'as plus, tu l'as vendue? Je l'ai vendue. J'avais une Cooper Sport qui était couleur Tahiti Blue, mais que j'ai vendue il y a peu de temps, mais que j'ai gardée pendant 4 ans. Et je l'ai vendue en partie pour acheter la Panda. Et j'ai je l'ai pas acheté, mais c'est mon papa qui m'a offert quand j'étais petite une Porsche Speedster Turbo Look. Que tu as pas vu parce qu'elle est pas là, elle est chez moi, mais c'est une voiture qui est magnifique, qui est bleu marine, intérieur bleu marine, capote bleu marine, donc une config sublime. Et c'est mon papa qui me l'a offerte. La petite histoire, c'est qu'il l'avait achetée neuve à Monaco, qu'il avait vendue pour s'acheter une autre voiture. Et puis quelques années après, en feuilletant LVA, il était tombé sur une annonce qui disait à vendre une Porsche Speedster Turbo Look bleu marine, intérieur bleu marine. Il appelle le type qui lui parle un peu de la voiture et qui dans la conversation lui dit un des propriétaires avant c'était un collectionneur marchand de voitures du sud de la France. Et mon père qui dit ouais, c'était ma voiture en fait. Ce que vous êtes en train de me dire, c'était que c'est ma voiture que j'aimais, que j'ai dû vendre et qui est là quoi. Donc il est allé la voir et j'étais allée avec lui. T'étais toute jeune à ce moment-là? J'avais 7 ans je pense, 7-8 ans. Et je vois la voiture et je me rappelle le choc visuel quand j'ai vu cette voiture. C'est les couleurs qui t'ont choqué? Non, oui, entre autres, mais la forme, la forme du pare-brise, l'arrière hyper large, tout, tout m'a marqué dans cette voiture, tous les caoutchoucs à l'intérieur, sur les poignées, t'as une petite pastille fluorescente, tout m'a marqué, et j'étais tellement sous le charme et tellement heureuse et tellement excitée à l'idée que mon père l'achète il l'achète, et sur le chemin du retour, il me dit ok. En fait, quand tu seras grande, elle sera pour toi. Il y a un truc qui s'est passé. C'est très bête de dire ça, mais il y a un truc qui s'est passé au moment où j'ai vu cette voiture. J'étais passionnée de voiture et il m'a dit en fait, elle sera pour toi quand tu seras grande. Et donc maintenant, je suis grande presque et c'est ma voiture. Donc c'est ton trésor, ça. Ça, c'est mon trésor. Ça, c'est... Bon, j'ai déjà dit ça tout à l'heure pour la Mini en disant que je la vendrai jamais, mais vraiment, s'il y avait une voiture que je devais garder toute ma vie, ce serait la Porsche. Est-ce que t'as une autre voiture un peu Madeleine de Proust comme ça, qui te rappelle un peu de souvenirs avec ton père? Une qu'on a vendue il y a peu de temps, c'était une M3 CSL, qu'on a gardée pendant très longtemps, et c'était entre autres avec cette voiture qu'on faisait le trajet Cassis-Marseille le matin, et on avait même fait...
on se chronométrait en partant de Cassis, en arrivant à Marseille, et tous les samedis matins, quand il m'amenait à l'école, j'avais comment on appelle ça, examen le samedi matin. Enfin, c'était mes contrôles de la semaine, quoi. Et on roulait à fond, mais version course. Et la M3 CSL, Dieu sait que ça va vraiment, vraiment vite. Et on partait, on avait notre point de départ, notre point d'arrivée. Je faisais le chrono et jusqu'au jour où on arrivait à battre notre propre record. Donc ça, c'est une voiture qui m'a beaucoup marqué, qu'on a gardé longtemps et qu'on a vendu il y a peu de temps. Mais bon, c'est la vie, on peut pas tout garder et c'est comme ça. Et une autre voiture, avant celle-ci, il roulait très souvent en Z3M coupé. Ouais. Et Qui a à l'époque, c'était pas du tout une voiture collectionnable comme aujourd'hui. Ouais, c'est une gueule particulière. Hein. C'était particulier. C'était une voiture haut de gamme par rapport aux autres, en effet, parce que très sportive, tout ça. Mais c'était pas, on n'avait pas la vision à l'époque qu'on a aujourd'hui de cette voiture, et qui était hyper particulière pour l'époque, en tout cas, qui choquait. Enfin, rares étaient les personnes qui trouvaient une Z3M coupée jolie, quoi. Moi, je me rappelle ma mère, mes sœurs, les amis de mon père, et ils étaient un peu genre, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Moi, j'étais fan absolue de la Z3M coupée, et on a fait pas mal de records aussi. Et quand il m'amenait à l'école, on avait 3 épingles en sortant de l'endroit où on habitait. Et il faisait tout en travers le matin à 7h30. Tu devais être bien réveillée pour l'école après. J'étais hyper bien réveillée, ouais. Hyper bien réveillée. Et donc ça, maintenant, t'as cette voiture, la Z3M coupée. Et j'ai une Z3M coupée maintenant. La classe. Et tu roules souvent avec? J'ai roulé une fois avec, je l'ai eu pour mes 30 ans. Ouais. Et je m'en suis servi une fois pour aller chez des amis, et en fait j'avais un problème dessus et je l'ai amené, on a essayé de la réparer nous ici, on n'a pas réussi, donc je l'ai amené chez BM, et c'était une durite de réservoir d'essence qui n'allait pas, et sauf que BM ne produisait plus cette durite, donc elle est restée pendant 1 mois chez eux, et je vais la chercher demain. Tu vas la chercher demain? Ouais. Trop bien. Voilà. Génial. Ouais. T'as eu cette voiture-là pour tes 30 ans. Je sais que t'as un rêve pour tes 40 ans. D'ailleurs, il y a le chiffre 40 dedans. Ouais. C'est une F40. C'est la F40. C'est la voiture dont je rêve depuis que je suis toute petite. Et c'était une des voitures que j'avais en miniature quand j'étais petite, d'ailleurs. Et ouais, c'est mon objectif. Vraiment. Parce que paradoxalement, tu me disais que t'en as pas vu tant que ça dans ton enfance. Non. Parce que c'est pas une voiture que ton père affectionne. Non. Parce qu'il a conduit beaucoup de voitures et qu'il trouve de ses expériences de pilotage que c'est pas une bonne voiture à piloter. À conduire, oui, mais à piloter, non. Et quand même, la F40, ça a été une voiture de course puisque F40 LM. Mais et puis ça a été produit à beaucoup d'exemplaires comparé à plein d'autres voitures de l'époque. Donc c'est pas une voiture qui remplissait les fameux critères de GTC, donc que j'ai rarement vu ici. Mais moi, c'est une des voitures, comme la Testarossa, c'est une des voitures qui m'a le plus marqué, et c'est les voitures que j'avais en miniature et que je voyais dans les magazines à l'époque quand la voiture est sortie, et les pilotes de F1 roulaient dans des F40 à l'époque. Enfin, c'était la voiture de mon époque à moi. Et mon objectif, et c'est pour ça que je travaille dur et que je vais continuer à travailler encore plus dur, c'est de m'acheter une F40 pour mes 40 ans. Et tous les matins d'aller chercher le pain avec? Non, quand même pas. Je sais pas si ce serait le truc le plus confortable et discret au monde, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment la voiture qui me fait rêver. Justement, pour finir un peu ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit aussi bien pour toi, pour GTC, pour ta passion, le perso? C'est de continuer à trouver des voitures aussi belles que ce qu'on a aujourd'hui, et je pense que ça va être de plus en plus compliqué parce que ces voitures-là sont de plus en plus des pièces de musée et d'art, et que les personnes qui possèdent ces voitures-là aujourd'hui sont de plus en plus, ou de moins en moins en tout cas, en besoin de les vendre, et la voiture de collection devient un asset important en termes d'investissement. Et je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de gens qui achètent une voiture parce qu'ils sont passionnés, certes, mais aussi parce qu'ils possèdent une pièce d'art. Donc, ils ont tendance plus à la garder, à la chérir, et c'est devenu un produit rare et d'exception bien plus qu'avant, et donc les voitures circulent moins. Donc,
ce qu'on pourrait nous souhaiter sur le plan de GTC, c'est d'avoir accès à des voitures toujours aussi, voire plus exceptionnelles que ce qu'on a aujourd'hui. C'est possible de faire plus exceptionnel que ça? Moi, je suis pas sûr. Si, je pense. D'accord. Si, tu pourrais rajouter quelques modèles. Oui, tu peux rajouter, mais tu peux pas enlever en tout cas. Non. Ça, c'est sûr. Donc, ce que tu peux nous souhaiter, c'est qu'on arrive à garder tout ça et en rajouter. Mais au bout d'un moment, il y avoir un petit problème de place, premièrement, et de finances aussi, quand même. Donc voilà. Et ce que je peux me souhaiter à moi, c'est, de toujours trouver le temps, de conduire les voitures que j'aime et que j'ai. Et de toujours en profiter et de pas les laisser dans un coin et les oublier. Parce qu'elles sont avant tout fait pour être conduite, quoi. Et une F40? Une F40, ça tu peux me le souhaiter et moi je me le souhaite plus que tout et je vais tout faire pour. Et si c'est pas pour mes 40 ans, ce sera pour mes 50 et c'est pas grave. Et voilà, et peut-être faire le tour auto avec ma sœur, ce serait un souhait génial et je me souhaite que ça se réalise et voilà. Bah écoute, je pense qu'on peut pas finir sur mieux que ça. Ouais. Mais merci Camille pour ce moment. Merci à toi, à vous d'être venus. Bah non, mais c'était incroyable. C'était incroyable de venir ici. Et puis, si tu veux, quand on s'est rencontrés à Rétromobile, je trouvais ça assez cool et ça m'a presque troublé dans le sens où tu connaissais le podcast avant que je vienne te voir. Ouais. Et je sais pas si pour toi c'est un peu troublant aussi de te dire que tu passes du côté si, carrément. Auditrice. C'est pour ça que j'étais hyper impressionnée mais au début, cool. comme je t'ai dit, mais ouais. Mais je suis ravie, écoute. Merci pour ce moment. On va aller manger maintenant parce qu'on est un petit peu faim. À bientôt Camille. Ciao. Bye.